Dans cette vidéo, j'aimerais te partager certaines manières de réfléchir ou en tout cas certains réflexes peut-être qui pourront t'aider à remettre en perspective la manière dont tu peux gérer ton capital et la manière aussi dont tu peux protéger, on va dire, ton épargne et tes investissements sur le long terme. Non pas pour te dire c'est comme ça à chaque fois qu'il faut que tu fonctionnes, mais toujours dans l'objectif de nourrir ton esprit, remettre les choses en perspective et t'aider à y voir plus clair pour que tu puisses prendre des meilleures décisions d'investissement. Là, dans cette vidéo, on va se focaliser, comme je te l'ai montré sur le titre de la vidéo, mais je vais te donner des pistes de réflexion pour t'aider à protéger plus durablement ton épargne et éviter de perdre de l'argent, parce que gagner de l'argent, c'est l'objectif de tout le monde, mais l'objectif aussi, c'est de pas forcément en perdre. Et donc, il y a tout un tas de choses que tu peux mettre en place aujourd'hui qui ne sont pas trop compliquées à mettre en place de ton côté pour t'aider à protéger ton capital et ton patrimoine comme ça sur le long terme. La première chose à comprendre, et tu le sais si tu t'intéresses à l'investissement depuis un certain temps, c'est de faire attention à l'inflation. Tu sais, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Et si demain, on a une inflation, je sais pas, de l'ordre de 10% par exemple par an, et qu'on n'a pas une augmentation de revenus qui est supérieure ou égale à 10% par an, bah en réalité, on peut avoir une augmentation en termes de numéraire. On a peut-être plus d'euros sur notre compte en banque, mais ces euros ont perdu de la valeur au fur et à mesure du temps et nous permettent d'acheter de moins en moins de produits ou de services particuliers. Donc le plus important pour un investisseur, c'est d'arriver à avoir des rendements qui sont supérieurs à l'inflation, c'est-à-dire qu'on va être capable de protéger notre pouvoir d'achat avec le temps et en plus de ça, si possible, de le décupler, d'avoir de plus en plus de pouvoir d'achat parce que on aura des rendements qui seront supérieurs au niveau d'inflation. Ce que nous permettent pas aujourd'hui d'avoir la plupart des produits ou des services qui sont proposés par les instituts bancaires. Souvent, c'est des produits qui coûtent extrêmement cher en termes de gestion, qui sont absolument pas performants, qui te font perdre de l'argent, qui ne battent pas l'inflation. Donc souvent, tu vas avoir peut-être plus d'euros dans ton compte en banque, mais ces euros vont avoir de moins en moins de pouvoir d'achat. Donc sur le long terme, tu n'es pas forcément gagnant. D'où l'intérêt aussi de te former, de faire attention à tout ce que j'explique sur cette chaîne YouTube et de reprendre en main la manière de gérer ton patrimoine et ton portefeuille sur le long terme, parce que tu dois rester le seul et unique décisionnaire de la manière dont tu veux allouer, on va dire, ton portefeuille pour le faire de la meilleure manière possible. Tu ne dois faire confiance à personne, uniquement à toi-même, et fais attention aux personnes qui vont être capables et qui vont te proposer de gérer le portefeuille à ta place, de gérer ton argent à ta place, parce que souvent c'est des personnes qui vont avoir des objectifs qui vont être aux antipodes des tiens. Souvent c'est des gens qui ne sont pas rémunérés à la performance mais uniquement à la commission, c'est des commerciaux, et fais le bilan par rapport à certaines personnes ou peut-être même à toi-même, hein, si tu as délégué aujourd'hui ton argent à des professionnels de la finance, des gestionnaires de fonds ou à certains banquiers, tu te rendras compte que souvent le résultat final, il fait quand même très très mal, surtout quand tu prends en compte les intérêts composés avec les frais de gestion qui sont la plupart du temps super élevés. Donc je le répète, l'objectif pour un investisseur, c'est pas forcément de choisir les options les plus rentables, ou en tout cas celles qui vont avoir les rendements les plus élevés, parce qu'il y a toujours un équilibre entre le risque et le rendement, d'accord. Plus tu vas augmenter le rendement, plus tu vas rechercher des rendements importants, plus tu vas aussi in fine augmenter le risque. L'idée, c'est d'avoir un risque qui soit le plus faible possible et d'avoir des rendements les plus élevés possibles, mais souvent ça va quand même de pair, et il va falloir arriver à gérer tout ça. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de te présenter des méthodes, des outils et des moyens pour te permettre de limiter ce risque et de protéger in fine tes investissements et ton épargne sur le long terme. Donc la première méthode, premièrement, la première chose à comprendre et à appréhender, c'est de connaître ton profil de risque. D'accord. Moi, quand j'étais jeune, quand j'ai commencé mon parcours dans l'investissement, j'ai commencé tout de suite à m'intéresser au secteur crypto parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Mais quand on est jeune, en général, on n'a pas d'attache, on a moins peur de prendre des risques, de prendre des responsabilités, etc., etc. Et du coup, on est prêt à faire plus de choses, entre guillemets, parce que ça n'engage que nous. Donc moi, j'étais prêt à prendre beaucoup plus de risques, si tu veux, quand je débutais dans l'investissement, parce que j'avais un plus petit capital et mon objectif, c'était de le développer. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a poussé aussi, a priori, d'aller beaucoup plus, si tu veux, dans le domaine des cryptos que d'aller dans des secteurs un peu plus conservateurs comme celui de la bourse. J'ai décidé de m'orienter beaucoup plus tard sur le secteur de la bourse, de l'immobilier et tout, pour diversifier après mes investissements et mon capital. Une fois que j'avais réussi à me développer l'allocation d'actifs que je voulais, en tout cas que j'avais réussi à faire grossir le capital que je voulais, parce que j'étais plus prêt à prendre le même niveau de risque. Mais au départ, la première chose à comprendre pour bien appréhender les différentes solutions qui se présentent à toi et protéger correctement ton épargne et tes investissements, c'est de connaître ton profil de risque et de savoir où est-ce que tu vas placer le curseur.
Si ça n'engage pas que toi, si tu commences à avoir, tu as des enfants, si tu as investi dans ta résidence principale, si tu as des obligations personnelles et tu peux plus te permettre de prendre autant de risques que des personnes sans doute beaucoup plus jeunes, bah voilà, il va falloir mettre tout ça dans la balance et à chaque fois te dire, voilà, est-ce que ça vaut le coup que j'aille là-dedans, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, et que tu puisses par la suite prendre des décisions qui soient plus éclairées concernant ta situation personnelle actuelle. Donc c'est la première chose, connaître son profil de risque. Ensuite, avoir une véritable éducation financière. Et quand je parle d'éducation financière, c'est pas forcément d'avoir lu un bouquin sur le sujet, d'accord? Je répète tout le temps cette chose-là, mais moi ça me choque à chaque fois quand je, je vois ce genre de choses autour de moi, c'est que ça ne nous viendrait pas à l'esprit de se décréter avocat ou médecin sans avoir fait d'études. Pour autant, aujourd'hui, la majorité des gens qui commencent à investir sur les marchés financiers, en crypto ou peu importe, se décrètent investisseurs et pensent faire mieux que 99% des gens, alors qu'ils ne sont pas formés parce qu'ils n'ont ils ont sans doute pas eu d'éducation financière parce qu'on ne nous l'enseigne pas à l'école. Et puis en plus de ça, ils ont lu peut-être quelques bouquins et vous ont regardé 3 vidéos YouTube sur le sujet. D'accord? L'investissement, c'est une véritable compétence, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande énormément de discipline, de régularité, de rester humble aussi sur la manière de voir les choses. Et ça prend énormément de temps, si tu veux, pour arriver à créer quelque chose qui fonctionne pour soi. Parce que je peux te présenter tout ce qui a fonctionné pour moi, mais il est possible que tout ce que je te présente, ça ait fonctionné pour moi, mais que ça ne te parle pas, d'accord? Et que ça ne réponde pas à tes objectifs et à tes exigences personnelles. Mais pour moi, pour arriver à atteindre éventuellement le statut d'indépendance ou de liberté financière, si c'est ton objectif, il faut que tu arrives à maîtriser tous les piliers liés à l'éducation financière. Si on n'a pas eu un pilier de base qui nous a été enseigné ou inculqué, on va dire, par nos parents, c'est pas à l'école qu'on va apprendre ce genre de choses. Et je pense que c'est pas non plus un hasard si on ne nous apprend pas ce genre de choses à l'école. On a eu en général aucune éducation financière à l'école, donc il faut arriver à l'apprendre de notre côté, soit par le biais de notre éducation, si on a eu la chance d'avoir une bonne éducation financière, sinon il va falloir reprendre des bases. Si on a eu des mauvaises, on va dire des mauvais réflexes dès le début, si on a été dans une famille où il y a eu des gros problèmes d'argent, où ça se disputait à chaque fois pour l'argent, où on dépensait plus d'argent que ce qu'on gagnait, on était dans des dettes importantes, etc. S'il y a les créanciers qui arrivent à la maison, les huissiers pour prendre les bureaux, les meubles pour les vendre et payer les dettes, souvent ça peut choquer énormément les enfants très très jeunes, et donc on peut avoir une vision très négative en fait de l'argent de par ces événements qui nous ont touchés rapidement quand on était dans cette famille. Donc des fois, quand on a la chance d'avoir eu une bonne éducation financière au début, ou d'avoir eu à peu près les bases, un peu comme moi, c'est-à-dire de me dire, je suis pas issu d'une famille, tu vois, d'entrepreneurs, je suis pas issu d'une famille d'investisseurs, mais j'ai rapidement eu les bons réflexes parce que ma famille a toujours été dans une famille, on va dire, où on faisait attention à l'argent. On n'a jamais dépensé plus que ce qu'on gagnait, on a toujours eu de l'épargne, mes parents n'ont pas investi leur argent pour le coup, parce qu'ils n'étaient pas formés là-dessus, mais tu vois, j'ai eu rapidement les bons réflexes parce que j'ai pas fait partie des gens qui tout de suite, voilà, ont emprunté pour acheter des saloperies, qui sont retrouvés en interdit bancaire avec des agios tous les mois. Voilà. Donc ça, j'ai eu a priori les bons réflexes là-dessus et je pense que ça m'a aidé. Mais si toi, c'est pas le cas, si t'es pas issu du même background que moi et si t'as pas eu la même éducation que moi là-dessus, il va falloir reprendre des bases et tout est lié. Tu vois. Si tu veux atteindre l'indépendance et la liberté financière, il faut que tu aies une bonne éducation financière, donc une bonne finance personnelle, que tu sois capable d'avoir un niveau de vie qui soit plus bas que tes revenus, que tu sois capable de mettre de l'argent de côté, donc d'avoir une capacité d'épargne, une capacité d'investissement, parce que sans investissement, de toute façon, si tu n'as pas d'épargne, tu ne pourras pas investir, et si tu ne peux pas investir, tu ne pourras jamais atteindre le statut d'indépendance et de liberté financière. Donc une bonne éducation financière, ça te permettra de prendre des bons choix, des meilleurs choix, et in fine aussi de protéger ton portefeuille, de protéger ton épargne et éviter de faire n'importe quoi, n'importe comment, et de faire confiance aussi à n'importe qui. Ensuite, mettre en place une épargne de précaution. L'épargne de précaution, c'est la base. En général, on dit que c'est entre 6 mois jusqu'à 1 an. Donc si aujourd'hui, je sais pas, tu as des dépenses de 1 000 euros par mois, tu peux dire que ton épargne de sécurité, ça va être entre 6 000 jusqu'à 12 000 euros de côté, en fonction de tes objectifs et en fonction de ce que tu veux faire. Mais ça va te permettre
d'avoir suffisamment d'argent de côté pour voir venir un problème si jamais celui-ci arrive. Si demain ta machine à laver ne fonctionne plus, si demain avec ta voiture tu as des pneus qu'il faut changer et que tu en as absolument besoin, bah, au lieu d'aller à la banque faire un crédit conso pour acheter ce truc-là parce que tu en as besoin, si tu as de l'argent de côté, tu es quand même beaucoup plus serein et ça t'évite de faire des crédits clairement n'importe comment. Donc une épargne de précaution, c'est intéressant et après tu peux le placer dans des comptes épargne. L'objectif c'est d'avoir de l'argent qui soit liquide et disponible rapidement et rapidement mobilisable. Donc tu peux le laisser par exemple sur un livret A. C'est pas là où tu vas gagner de l'argent, c'est pas là où tu vas battre l'inflation, mais je crois que dernièrement le livret A il était à 3% si je me trompe pas. Donc tu vois 3%, même si tu as une inflation à 6, 7, 8%, sûr que tu vas pas battre l'inflation, mais au lieu de laisser sur un compte courant où là tu es rémunéré à zéro, là tu laisses sur un compte, sur un livret A avec de l'argent disponible et facilement mobilisable, et tu récupéreras 3% à peu près annualisé. Voilà. Tu ne viendras pas millionnaire grâce à ça, mais autant en profiter s'il y a des rendements à aller chercher dans tous les cas. Donc épargne de précaution. Ensuite, toujours, à partir du moment où tu vas commencer à t'intéresser à l'investissement, parce que les finances personnelles, l'éducation financière, ça prend en compte aussi la thématique de l'investissement et le pilier de l'investissement. Et quand tu investis, toutes les études académiques et toutes les recherches fondamentales aujourd'hui ont prouvé, les études historiques aussi ont montré qu'il y avait un véritable intérêt d'investir sur le long terme. Les études montrent par exemple qu'en bourse, si tu avais un horizon d'investissement supérieur à 20 ans, il y a très peu de chances et très peu de probabilités que tu perdes de l'argent si tu fais les choses correctement. Si par contre tu t'amuses à faire ce qu'on appelle du timing de marché, déterminer les meilleurs moments pour pouvoir rentrer, sortir du marché ou faire du stock picking, donc essayer de déterminer là où les meilleures entreprises qui vont avoir tendance à surperformer le marché, en général, vu qu'il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça durablement, si tu arrives à surperformer le marché sur le court terme avec les options que je t'ai évoquées tout à l'heure, les études montrent que ça relève beaucoup plus du facteur chance que de ta réelle capacité à pouvoir prédire les meilleures entreprises ou les meilleurs moments pour pouvoir rentrer ou sortir du marché. Les meilleurs investisseurs du monde aujourd'hui, pour certains d'entre eux, ont réussi à le faire sur le long terme, comme ça a été le cas de Warren Buffett, de Ray Dalio, etc. Et encore, même eux, ils disent qu'il y a aussi un facteur chance important, mais les études aujourd'hui montrent que pour 95% des professionnels de la finance ou des gestionnaires de fonds ne sont pas capables de faire mieux qu'une simple gestion indicielle ou une gestion passive comme l'utilisation des trackers et des ETF. Donc c'est pour ça que j'en parle beaucoup sur ma chaîne YouTube. C'est pas un sujet qui est forcément ultra complexe, mais si c'est un sujet qui t'intéresse vraiment, jette un coup d'œil sur mes précédentes playlists, notamment celles liées à la bourse, si c'est les marchés financiers principalement qui t'intéressent. Donc investir sur le long terme, ça va te permettre de lisser la volatilité sur le court terme et d'augmenter tes chances et tes probabilités de gagner de l'argent dans les prochaines années. Un autre moyen pour pouvoir te protéger, on le dit tout le temps, mais c'est d'éviter de mettre tous tes œufs dans le même panier. Éviter de tout dire, voilà, je mets tout sur cette crypto-monnaie ou je mets tout sur cette action. Même si c'est une super action, même si c'est une super crypto-monnaie et que tu y crois, tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu peux te tromper, il faut rester super humble et du coup, il faut te diversifier. Et cette diversification, elle peut prendre différentes facettes. Tu peux te diversifier dans une classe d'actifs en particulier. Par exemple, au lieu d'investir si tu prends une poche d'investissement particulier, par exemple, je ne sais pas moi, la bourse, tu peux investir dans les actions, les obligations, l'immobilier coté, les métaux précieux, donc les matières premières, etc. Tu peux décider dans une classe d'actifs particulier aussi de te diversifier. Donc dans le cas des actions, tu n'es pas obligé d'investir que dans des actions aux États-Unis. Tu peux décider d'investir, donc tu vois, je sais pas, sur Coca-Cola, donc qui est une boîte aux États-Unis, mais tu peux décider d'investir aussi, je sais pas, sur Sanofi, sur d'autres entreprises. Tu n'es pas obligé d'investir sur une seule et unique entreprise. Donc tu as la diversification intra-actif et tu as la diversification aussi inter-actif. Tu peux te diversifier donc en investissant dans les actions, les obligations et tout ce que je t'ai évoqué tout à l'heure, mais tu peux décider d'investir dans l'immobilier, tu peux décider d'investir dans le private equity, tu peux décider d'investir dans les crypto-monnaies. Donc ça va te permettre de diversifier ton portefeuille et limiter aussi le risque de tes actions. Tu peux décider de voir la diversification aussi au sens beaucoup plus large, d'avoir une diversification sectorielle, une diversification géographique, une diversification en termes de devises. Voilà, il y a plein de manières de voir le concept de diversification, mais voilà, plus tu vas te diversifier, plus tu vas limiter le risque et éventuellement l'impact des mauvaises décisions concernant ton épargne et tes investissements.
Autre point important, c'est éviter les belles promesses d'argent facile, sans rien faire. Tu sais que sur cette chaîne, c'est clairement pas là où tu vas retrouver ce genre de contenu. Moi, ce que je te présente à chaque fois, c'est des contenus qui sont rationnels, pragmatiques, mesurés, avec des vraies informations, un vrai retour d'expérience, d'accord? Ce que beaucoup de gens clairement ne font pas sur Internet. Donc fais attention, si à chaque fois on te présente des trucs hyper simples pour gagner de l'argent, il y a très forte probabilité, très forte chance à ce que tu te fasses arnaquer et du coup que tu perdes ton argent. Donc ne sois pas dupe. Et tout le travail que je fais sur cette chaîne YouTube, donc Éternel étudiant, et puis sur une autre chaîne YouTube qui traite aujourd'hui principalement du secteur crypto. À l'heure où je tourne cette vidéo, on a à peu près 105 000 abonnés sur ma seconde chaîne YouTube. Et on essaye vraiment d'éduquer les gens à toutes ces notions-là. C'est super important de le comprendre parce qu'en crypto, on va toujours prendre comme exemple le cas du Bitcoin, de l'Ether et de dire, et de l'Ethereum, tu vois, de l'Ether et de dire, voilà, ces cryptos, si tu les avais gardés pendant 10 ans, tu aurais fait X montant en euros. Bon, déjà, si tu avais investi très très tôt, en 2010 par exemple, pour le Bitcoin, il y a très peu de chances et très peu de probabilités que tu sois encore détenteur de la même quantité de Bitcoin que tu aurais pu avoir au départ. Soit tu aurais vendu, soit tu aurais perdu tes crypto-monnaies, soit tu aurais fait n'importe quoi, tu te serais fait hacker, tu te serais fait scammer, comme ça a été le cas de 99,99999% des gens, d'accord? Et puis en plus de ça, on te prend en considération les événements historiques en te disant, voilà, regarde les performances du Bitcoin, regarde les performances de l'Ether, et voilà du coup cette nouvelle crypto-monnaie, si tu la détiens, que tu fais le buy and hold sur 10 ans, tu peux peut-être avoir les mêmes performances que de l'Ether. Bon, la réalité c'est qu'aujourd'hui des cryptos, il en existe énormément. Plus on va avancer, plus il va y en avoir beaucoup. Moi, ça fait des années que j'investis sur ce secteur d'activité. Et aujourd'hui, si tu regardes les données, tu as 99,99999% pareil des crypto-monnaies qui de toute façon ne redépasseront jamais leur précédent plus haut. Donc on te montre, on te donne l'exemple de quelques crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ether ou le BNB qui ont eu des performances super et on te dit voilà, cette crypto dans laquelle tu investis, elle va sans doute faire les mêmes performances. La réalité, c'est que ça sera sans doute pas le cas et quand bien même elle aurait des performances importantes, il y a très peu de chances qu'elle arrive à continuellement délivrer des performances aussi importantes sur la durée comme ça a été le cas pour le Bitcoin, l'Ether ou le BNB. Le top 10 de CoinMarketCap que tu avais en 2013, c'est pas du tout le même que celui que tu as eu en 2015, en 2017, en 2020, en 2022 ou en 2050 quand la crypto elle sera encore là en 2050. Voilà, on aura un classement en crypto qui sera totalement différent. Donc de te dire, voilà, j'investis sur cette crypto, je vais devenir multimillionnaire en détenant cette crypto dans 10 ans, fais attention. C'est la porte ouverte souvent un peu à n'importe quoi, à beaucoup d'arnaques. Il y a énormément de possibilités en crypto et je ne vais pas faire le boomer ou le gars qui ne connaît rien parce qu'encore une fois, moi ça fait des années que j'investis en crypto et j'ai gagné beaucoup d'argent aussi grâce à la crypto. Mais j'ai vu aussi la réalité de ce qu'il y a derrière et je peux t'assurer que c'est pas parce que tu as certaines crypto-monnaies et que la crypto permet de délivrer jusqu'à maintenant des performances juste incroyables. La crypto, c'est la classe d'actifs la plus performante de toute l'histoire de l'humanité. D'accord ? Pour autant, la crypto, c'est ce qui a fait perdre le plus d'argent à énormément de gens, à énormément de personnes. Le Bitcoin, c'est, on va dire, si on se calque que sur le Bitcoin, il n'y a pas eu une classe d'actifs qui a eu des performances aussi importantes que le Bitcoin. Et a priori, toutes les personnes qui ont acheté du Bitcoin, s'ils avaient fait un DCA et s'ils avaient lissé du coup leur prix d'entrée sur une période supérieure ou égale à 4 ans, si on regarde les données historiques, toutes ces personnes-là auraient gagné de l'argent. Par contre, si on regarde la réalité, c'est que la majorité des gens perdent de l'argent en crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce qu'ils essayent de faire du timing de marché, parce qu'ils se font avoir dans des arnaques, parce qu'ils n'arrivent pas à sécuriser correctement leur crypto-monnaie, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de compétences ou d'expérience sur le sujet, etc., etc. Donc attention de ne pas tomber dans le panneau, de penser que parce que tu es dans le secteur des crypto-monnaies et parce que c'est un secteur nouveau, que forcément ça laisse la porte ouverte à tout et n'importe quoi. On peut te promettre des fois 100 ou des fois 1000 et on va te dire, bah regarde le Bitcoin ou l'Ether ou cette crypto a déjà fait un fois 1000, donc forcément celle-ci, il y a aussi une possibilité qu'elle fasse un fois 1000. Oui, il y a aussi une possibilité qu'elle fasse un fois 1000, mais attention de bien dissocier la possibilité et la probabilité. C'est possible de devenir millionnaire avec 100 € investis en crypto-monnaie. Est-ce que c'est probable ? Non, d'accord. Est-ce que c'est possible de traverser la route
en fermant les yeux sans se faire écraser? Oui. Est-ce que c'est probable? Non. D'accord? Donc c'est toujours tout ça. Est-ce que c'est possible? Je vais te donner un autre exemple aussi pour la route, hein. Est-ce que c'est possible de fumer 3 paquets de clopes par jour et de vivre jusqu'à 95 ans sans avoir aucun cancer et aucun problème? Oui. Est-ce que c'est probable? Non. Voilà. Donc c'est toujours pareil dans l'investissement, sois vigilant, et c'est pas parce que on te met des termes techniques, voilà, les robots trading, advisor utilisés par l'IA avec la technologie blockchain et tous ces trucs, que forcément tu vas gagner beaucoup d'argent, et que forcément, vu qu'il y a plein de termes marketing qui ont le vent en poupe en ce moment, que forcément c'est un truc sur lequel ça va justifier les rendements importants que tu peux avoir. Quand tu as un rendement particulier, il y a toujours un risque sous-jacent, et plus il va y avoir des rendements importants espérés, plus il va y avoir un risque également aussi important et élevé. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois capable de les identifier, de les analyser et de les maîtriser pour investir durablement dans la classe d'actifs qui t'intéresse. Autre point important pour continuer aussi cette vidéo, c'est de comprendre l'impact des frais sur le long terme. Ça, je t'en ai déjà parlé. Souvent, si tu as déjà fait gérer ton argent par les banquiers, ils te font souvent des contrats pourris qui ne sont pas intéressants, sur lesquels tu ne vas pas gagner de l'argent. Mais en plus de ça, ils ont le culot souvent de te dire « Ah, mais nous, on est quand même moins cher que la concurrence. Nous, on a des frais de gestion de 2%. On a nos concurrents qui ont des frais de gestion de 4%. » J'ai fait beaucoup de projections pour te montrer l'impact que ça pouvait avoir sur les performances de ton portefeuille sur le long terme, des frais de gestion de rien que ne serait-ce de 1%, mais 2%, 3%, 4% si tu prends en compte les intérêts composés et en plus de ça, les sommes d'argent investies qui peuvent augmenter au fur et à mesure du temps, ça peut être des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros que tu peux perdre sur la durée d'investissement. Donc attention, fais vraiment attention à l'impact des frais sur le long terme, parce qu'avec les intérêts composés, ça peut faire vraiment des différences qui sont importantes et significatives. Et enfin, pour terminer cette vidéo, pour t'aider à protéger ton épargne et tes investissements, c'est de comprendre qu'il faudra toujours faire une surveillance et une analyse régulière de ton patrimoine. Le patrimoine que tu as aujourd'hui sera sans doute pas celui que tu auras demain. Il y aura des modifications. Tes objectifs aussi vont être amenés à varier, à évoluer. Il y aura toujours une surveillance à avoir et une analyse régulière de ce que tu vas avoir en portefeuille, et ça c'est super important de le comprendre. Si aujourd'hui tu as un objectif qui est celui d'atteindre, je sais pas, la liberté financière, et tu as planifié de prendre des risques peut-être importants à ce moment-là, sans doute que quand tu l'auras atteint, tu n'auras peut-être plus envie, comme moi, de reprendre des risques aussi importants que ceux que tu aurais pu prendre au début. Donc, aie bien conscience que l'approche que tu as aujourd'hui et la situation personnelle que tu as aujourd'hui sera sans doute amenée à évoluer, et il va falloir que tu sois capable de faire évoluer aussi ton approche, tes objectifs et tes investissements sur le long terme au fur et à mesure de la croissance et de l'évolution de ta situation personnelle. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile et qu'elle t'aura éclairé un petit peu plus sur les différentes façons, les différentes manières de protéger ton épargne et tes investissements sur le long terme. Si tu veux en savoir plus sur le concept d'indépendance, de liberté financière, je t'ai mis un programme de formation offert que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc pour ça, tu cliques dans la description de la vidéo, tu rentres ton adresse mail et tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.